À 2 jours de l'euro, c'est toujours la crise en France. Les syndicats ne baissent pas les armes, de quoi renforcer un peu plus l'image d'un pays toujours mécontent. On est des râleurs parce qu'on est habitué comme ça à râler toute la journée. Et pourquoi on râle? Comme ça, pour plaisir. Moi je ne le cache pas, par plaisir, je râle toute la journée, même des fois pour rien. Alors quand ces mêmes Français viennent travailler en Suisse, qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'ils provoquent de plus en plus de nuisances, eh bien ce sont les petits Suisses qui se lâchent. Un qui roule tout le temps sur la gauche, alors de toute façon c'est un Français. Hein? Et puis celui-là qui met pas le signaphile, c'est aussi un Français. Ils doivent avoir ça en option sur leur voiture, je sais pas. Ces Suisses seraient-ils devenus grincheux à leur tour, voire même revanchards face à la grande nation française? En tout cas, ils ne seraient pas toujours très tendres avec leurs voisins. Quand on les décrit encore une fois comme sales, comme en retard, comme négligents, comme arrogants, peu sympathiques, assoiffés par la carrière et par l'argent, pour moi c'est du racisme. Les Suisses sont-ils vraiment racistes? Ça mérite un débat. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Infrarouge. Pour une partie des romans, les Français sont des frouses et les frontaliers des voleurs de jobs. Alors imaginez quand une journaliste française vient leur dire qu'une partie de ses compatriotes sont victimes de racisme en Suisse, les réactions sont vives. Ce soir, nous allons débattre de cette relation amour-haine entre voisins avec une question centrale, la bataille de l'emploi est-elle le nœud du problème? Alors nous allons en débattre avec vous sur les réseaux sociaux, nous attendons vos réactions et avec nos invités que je vous présente tout de suite. À Paris, François Garçon, il est un admirateur du modèle suisse, auteur de plusieurs livres sur le thème. Pierre Castella, chef d'entreprise au Locle, qui veut diminuer sa part d'employés frontaliers. David Tallerman, il conseille les Français qui veulent travailler ou s'établir en Suisse. Mauro Poggia, conseiller d'État qui veille sur l'emploi à Genève. Antoine Vieillard, maire de Saint-Julien-en-Genevois, en France voisine, il dénonce la discrimination à l'égard des travailleurs français. François Chalère, rédacteur en chef du journal économique l'AGFI. Et Marie Maurice, la fameuse journaliste qui a enquêté sur la vie des Français en Suisse. Merci à tous d'être avec nous. Les Suisses sont-ils racistes envers les Français? C'est la thèse de votre livre, Marie Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Ce livre, c'est Bienvenue au paradis, enquête sur la vie des Français en Suisse. Vous êtes correspondante pour le journal Le Monde. Vous avez 33 ans, établie en terre helvétique depuis 8 ans. Voilà pour le petit curriculum vitae. Racisme, c'est un mot cinglant. Pourquoi avoir utilisé ce terme? Pourquoi le racisme est un mot qui vous fait si peur? C'est ça qu'on me reproche depuis quelques semaines. Je l'emploie à juste titre dans son acception générale décrite par le dictionnaire, c'est-à-dire qualifier par des adjectifs négatifs un groupe de personnes. Je ne dis pas que tous les Suisses sont racistes, mais qu'il y a du racisme en Suisse et du racisme anti-français. Je ne comprends pas pourquoi les débats se focalisent sur ce mot en particulier. Mais en quoi est-ce que finalement le paradis helvétique peut se révéler un enfer pour un Français? Le paradis helvétique est d'autant plus un enfer parfois que c'est un paradis au premier abord. C'est magnifique, les salaires sont mirobolants, il y fait bon vivre, les gens sont accueillants. Alors on se dit au début, c'est fantastique, c'est l'Eldorado. Et après, petit à petit, en découvrant le pays, on se rend compte que les valeurs sont très différentes de celles de la France, que la vie est chère, qu'on a parfois de la peine à s'intégrer, et puis qu'on nous fait ressentir assez souvent qu'on n'est pas chez nous et qu'on vient parfois manger le pain des Suisses. Et ça peut être assez désagréable, voire carrément perturbant et gênant pour les Français qui vivent ici. François Garçon, bonsoir. On vous connaît pour vos ouvrages qui louent le système suisse. Vous avez notamment écrit le modèle suisse. Quelle est votre réaction aux propos de Marie Maurice en ce début d'émission? Est-ce que la Suisse est une illusion de paradis? Oui, alors il faut quand même prendre avec un grand sérieux la stigmatisation et le mot racisme. C'est pas un mot qui est utilisé de manière anonyme et sans effet. On parle de racisme anti-français. Moi, je crois qu'il y a 3 explications au fait qu'on ait pu ou que cet auteur ait pu utiliser ce qualificatif. Le premier, c'est que on a affaire à des faits qui sont des faits graves, qui sont des faits avérés, qui sont des faits étayés. Et je pense que ça doit
doit être statistiquement recoupable avec des mains courantes dans les commissariats, avec des dépôts de plainte. Et je pense qu'il faut traiter ça avec un très grand sérieux si ces faits sont avérés. Et en tant qu'universitaire, en tant qu'historien, je suis très intéressé d'avoir accès à cette information sur laquelle apparemment cet auteur s'est fondé. Je dirais qu'il y a une deuxième explication qui est tout simplement un buzz éditorial. On met racisme parce qu'effectivement ça fait parler, ça déclenche une émission comme la vôtre ce soir avec l'auteur qui est invité. Et puis je pense qu'il y a une troisième explication, c'est peut-être une hypersensibilité de l'auteur sur fond de délire paranoïaque. Je pense que sur ce plan-là, écoutez, moi, il faudrait que je rencontre l'auteur pour que je puisse me faire mon propre jugement. Et donc, voilà, c'est une invitation à rencontrer l'auteur pour que je puisse juger sur pièce. Alors, il y a un mot fort d'entrée, délire paranoïaque. Marie-Maurice, là, je vous laisse évidemment répondre. C'est tout moi, la paranoïa. Non, je crois que ce monsieur, c'est lui qui est un peu paranoïaque pour le coup. Mais je me réjouis de le rencontrer, d'en discuter avec lui. Je crois que monsieur Garçon a vraiment un point de vue et fait un travail remarquable sur la Suisse, mais il n'y vit pas au quotidien et puis il n'a pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont souffert de cette gêne vis-à-vis des Français, donc il faut un petit peu modérer ses propos. Il disait en début d'intervention finalement que ce mot racisme ne s'utilise pas dans n'importe quelle circonstance, il doit être aussi basé sur des faits réels. Est-ce que vous pouvez là aussi comprendre quand vous dites mais vous avez voulu faire le buzz en utilisant ce mot? Bon, j'ai abordé un sujet qui n'était abordé jusqu'à présent par personne. C'est un sujet un peu tabou, hein. Les frontaliers et les Français résidant en Suisse ont eux-mêmes beaucoup de peine à en parler parce qu'ils ont peur de passer justement pour des râleurs, pour des gens qui se plaignent, et puis ils craignent pour leur poste de travail, ils craignent pour leur relation amicale avec les Suisses. Donc je crois que pour moi c'était avant tout important de relayer la parole qu'on m'a donnée. Le journaliste est un messager, moi je le vois comme ça. Si ça fait le buzz, enfin si vous aimez ce mot, tant mieux. Pour moi l'important c'est qu'on en parle et que le dialogue soit ouvert sur ce sujet. François Garçon, est-ce qu'il n'y a pas une œuvre utile, un mérite de mettre des mots sur un malaise? Attendez, c'est le malaise de qui? C'est le malaise de l'auteur ou c'est le malaise des 166 000 frontaliers français qui viennent travailler en Suisse? Je pense quand même qu'il y a un fossé entre le malaise ou les conditions dans lesquelles cette personne vit peut-être mal son long séjour en Suisse. Ça fait quand même 8 ans qu'elle est en Suisse, ça fait 8 ans qu'elle subit ce racisme. Moi, si je subissais le racisme qu'elle décrit et qu'elle dénonce, il y a longtemps que j'aurais fait mes valises et que je serais parti. Je pense que soit les mots ont un sens, et lorsqu'on parle de racisme, on parle de quelque chose d'extrêmement grave, soit les mots n'en ont aucun, et encore une fois, c'est un argument commercial sur la couverture d'un livre, et on attire ainsi l'attention et des journalistes et de quelques lecteurs. Je lui en souhaite beaucoup, parce que je pense que c'est quand même un tissu d'ânerie. Parlons brutalement, c'est pas un travail sérieux. Je préfère quand même me référer à des ouvrages qui sont sérieux, qui sont fondés sur des statistiques, qui sont fondés sur des enquêtes de terrain et pas simplement sur des bruits de bistrot. Encore une fois, je crois que parler de racisme, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense qu'il n'y a pas de racisme. Je pense qu'il y a un hyper-civisme suisse qui dérange beaucoup des étrangers qui arrivent avec un certain sans-gêne dans un pays qui est extraordinairement normé, extraordinairement cadré. Et c'est vrai que ça a quelque chose de bouleversant. Quand vous arrivez comme moi de Cannes ou comme cette jeune femme de Toulouse, arriver dans un pays aussi normé où lorsque vous passez au rouge en tant que piéton, les gens vous font des observations. Quand vous vous tenez dans la file de gauche et que vous conduisez votre voiture et que vous déportez sur la droite, vous êtes klaxonné. Mais ce n'est pas du racisme. C'est simplement un rappel à des gens qui ne sont pas au fait de ce civisme exacerbé qu'il y a des règles à respecter quand on vient dans ce pays. Mais je ne vois pas de racisme. C'est simplement, on vous demande de vous plier, et c'est de vous plier à la règle locale. Que ça vous plaise ou pas, moi ça ne m'a pas plu, je suis parti. Alors, encore un mot de Marie-Maurice, et après j'aimerais bien intégrer les autres participants à cette discussion. Marie-Maurice, sur le fait que ce ne soit pas complètement une enquête, mais plus une alignée de témoignages, ça on vous le reproche ce soir, et on vous l'a reproché aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, ce que dit M. Garçon est intéressant à ce titre. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Je ne parle pas de racisme
quand il s'agit de gens qui se font klaxonner parce qu'ils passent si le feu est rouge. Je parle de racisme quand il s'agit de comportements insultants à l'égard des Français qui pourraient faire l'objet d'une procédure juridique, mais qui souvent ne terminent pas comme ça, puisque les plaintes déposées sont rares de la part des Français, mais de la part des autres étrangers qui vivent en Suisse. Donc ça, c'est pas quelque chose de particulier. Par ailleurs, je regrette que Monsieur Garçon s'attarde sur ma vie ou mon expérience personnelle, dont je parle très peu dans le livre. Personnellement, j'aime la Suisse, je suis très heureuse ici. Je vous rassure, Monsieur Garçon, j'ai beaucoup d'amis suisses, j'adore ce pays. Donc vraiment, il n'est pas question de moi. Je déplore qu'on parle de ma vie personnelle et intime de cette manière-là. Ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est plutôt mon travail. Et mon travail, il a un regard, j'ai fait des choix en tant qu'auteur et en tant que journaliste, comme on en fait tout le temps, mais il est représentatif, je crois, d'un certain malaise pour une partie des Français frontaliers qui vivent et travaillent ici, pas la totalité évidemment. Je crois qu'il faut savoir écouter ce message. Je ne dis pas qu'il est généralisé et que c'est un enfer pour tous les Français qui vivent ici, mais il y en a qui sont un petit peu discriminés et ça, je crois qu'il faut savoir l'entendre. Alors, David Talleyrand, vous, c'est votre job, hein, finalement. Vous vous occupez des Français qui veulent travailler ou s'établir en Suisse. Vous avez publié « Travailler et vivre en Suisse », déjà la 4e édition, donc ça marche bien. Vous dites que dans cette situation décrite par Marie Maurice, finalement, eh bien, on est dans la réalité. C'est ce que vous dites sur un de vos blogs. On n'est pas dans les chiffres, on est dans une certaine réalité. Est-ce que vous avez vous-même expérimenté aussi ce sentiment, finalement ? Alors moi, ce que je dis, en fait, c'est que c'est pas la réalité, c'est une réalité. C'est là aussi où c'est courageux. J'ai lu le livre de Marie avec attention. Je suis pas d'accord avec tout, d'ailleurs, hein, mais ça, on a discuté aussi là-dessus. Mais par contre, elle a eu ce courage, effectivement, de donner une certaine réalité. Et encore une fois, c'est pas la réalité de tous les Français, c'est effectivement une certaine réalité et un certain, on va dire, une certaine pudeur. Enfin, on met le mot qu'on veut mettre derrière ça, mais une certaine pudeur, justement, de mettre en avant et de parler de ce type de problème. Je sais aussi qu'en Suisse, on a aussi cette pudeur finalement, de ne pas trop ébruiter ses questions personnelles, ses avis, etc. Et ça, précisément, on est presque dans l'intime. Hein. Et en l'occurrence, c'est ça que moi, je trouve intéressant. On a cette réalité, elle a eu ce courage, je pense que c'est pas facile pour elle. Et voilà. Mais par contre, dire que c'est général, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je ressens à titre personnel, c'est pas du tout ce qui me revient de la part des personnes que j'accompagne. Mais effectivement, de temps en temps, on a bien ces choses-là. Et par contre, quand ça arrive, c'est assez violent. François Chalère, vous l'éditorialiste, vous qui avez ce regard acéré sur cette société suisse, qu'est-ce que vous pensez de ce constat, finalement de regard et plus de comportement à problème face aux ressortissants français ici, dans notre coin de pays? Oui, j'ai lu le livre et il y a des exagérations, il y a beaucoup de clichés. Il y a les clichés des Français sur les Suisses et il y a des clichés des Suisses sur les Suisses et ça accumule un petit peu. Et Marie Maurice travaille sur les clichés et ça fait partie de notre métier de travailler sur les clichés, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Dans les exagérations, il y a certaines choses qui m'ont beaucoup énervé et je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs qui ont été énervés. L'histoire de la délation, j'ai détesté ça. De dire que les Suisses sont dans la délation et que c'est récompensé. Il y a l'exemple de la voiture mal parquée et vous avez quelqu'un qui vous dénonce à la police, etc. Moi, j'ai été dénoncé 3 fois pour une voiture mal parquée parce que j'ai été un très mauvais conducteur de ce point de vue-là dans ma vie. C'était 2 fois en Belgique et 1 fois en France. Jamais en Suisse. Donc, quand je lis ce genre de choses, je me dis, bon, c'est une expérience. C'est parce que vous êtes suisse, peut-être. Peut-être qu'on oui, dénonce plus facilement un frontalier. Oui, peut-être. Peut-être qu'en Belgique et en France, ce n'était pas le cas. Mais ce sont des expériences personnelles et en témoignage, je trouve tout à fait intéressant, un témoignage de Français qui travaillent en Suisse et un recueil de témoignages et de combiner les deux. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai pas trouvé méchant du tout. À la lecture, on voit très bien que vous vous êtes attaché à ce pays et que vous aimez ce pays. Alors ça, c'est clair et net. Et ensuite, alors il y a évidemment certaines choses sur les frontaliers. Il y a certaines choses qui m'ont encore une fois passablement énervé. En particulier l'idée qu'on devrait dire merci aux frontaliers qui viennent contribuer à la belle prospérité suisse. Et en fait, ce que je me dis en lisant ça, c'est qu'on n'a jamais eu idée de dire merci aux Suisses qui contribuent à la prospérité suisse. Et je suis sûr qu'en France, on ne dit pas merci aux Français qui travaillent en France et qui
contribuent à la prospérité de la France. Est-ce qu'on devrait attendre une reconnaissance, est-ce que les frontaliers attendent une reconnaissance de leur rapport à l'économie suisse? Antoine Vieillard, vous qui êtes le maire de Saint-Julien, voisine de Genève. Moi, je pense que dans un échange, tout le monde en bénéficie. Donc tout le monde doit se dire merci justement. De manière générale. Moi, ce qui me frappe dans le débat à Genève en particulier, c'est la comparaison entre le traitement des multinationales et le traitement des frontaliers. Les multinationales, c'est 10% à peu près, hein, c'est 10% de la valeur ajoutée économique du canton de Genève. Les frontaliers, c'est un tiers. C'est tapis rouge pour les multinationales. Et les frontaliers se payent des affiches communes zéro frontalier, les frontaliers dehors, etc., etc. Alors, c'est pas, je pense que le merci, il est effectivement un peu caricatural, mais c'est pour prendre le contre-pied de l'insulte permanente. Mais je pense que tout le monde doit se dire merci parce que dans cet échange, tout le monde en bénéficie. Oui, mais on parle toujours du remerciement et de la gratitude qu'on devrait avoir vis-à-vis des frontaliers. On ne parle jamais de la gratitude que les frontaliers devraient éventuellement avoir de pouvoir travailler en Suisse dans d'assez bonnes conditions. Et ça, je comprends que ça énerve les gens et je comprends que ça énerve les Suisses. C'est plus ce qu'on en dit que le phénomène frontalier lui-même. J'en suis sûr, ce sont les propos qu'on tient sur ce phénomène beaucoup plus que le phénomène. Alors, avant d'ouvrir la page économique et de vous passer la parole aussi, Mauro Poggia, sur ce climat, j'aimerais qu'on entende justement un de ces Français qui souffrent de ce climat. Nous en avons rencontré un. Il a accepté de livrer ses sentiments à Laurent Notaro et à Jean-Marc Ellen. Pas question de montrer son visage. Le sujet est trop sensible. Ce frontalier est un employé des transports publics genevois. L'hostilité vis-à-vis des Français, il la ressent quasi quotidiennement. Pour ce Haut-Savoyard pure souche, elle est toujours plus forte. Il y a quand même des réflexions qui sont balancées comme ça à l'emporte-pièce et qui auparavant étaient bon enfant et qui maintenant sont vraiment balancées pour faire mal, quoi. Par exemple, sale frousse, qu'est-ce que tu fous là? Tu viens encore nous bouffer notre pain? Quand on vous traite de frousse, pour vous c'est quelque chose de violent? Oui, c'est une insulte. C'est vraiment une insulte. C'est des choses qui sont difficilement tolérables, choses qui ne se passaient pas avant, quoi. C'est vraiment depuis une dizaine d'années que ça s'est amplifié. Le MCG a vraiment monté ça en épingle pour faire sa soupe, quoi. Alors que même les autres politiques auraient dû réagir et disent « mais non, on en a besoin, on ne peut pas faire sans les frontaliers. On n'a pas la main-d'œuvre pas la main-d'œuvre qualifiée. » Les Suisses qui travaillent ici, ils voudraient bien ne pas travailler les week-ends, la nuit, et ils font tout pour éviter ça. Ils préfèrent aller dans les bureaux et avoir des horaires vraiment fixes et non pas comme les nôtres. C'est facile tous les jours de passer au-dessus des remarques qu'on vous fait? Non, c'est pas facile, mais vous voulez faire quoi? On va pas se battre tous les jours, on va pas sortir les poings, et puis c'est pas la solution. Mauro Poggia, vous êtes responsable de l'emploi dans le canton de Genève. On va en parler très vite, mais j'aimerais vous entendre sur ce climat malsain qui est souligné dans le livre de Marie Maurice, aussi à travers ce témoignage finalement. Est-ce que vous n'êtes pas, les politiques et votre formation, le MCG en particulier aussi, dont parle ce frontalier-là, responsable de ce climat? Bon, écoutez, on va revenir sur la question économique dans un instant. Je pense que toute généralisation est trompeuse par essence. Je ne pense pas qu'on puisse traiter la Suisse de pays raciste. C'est un pays admirable en termes d'intégration, que l'on pense aux vagues successives d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de Yougoslaves, qui sont parfaitement intégrés, qui sont aujourd'hui des citoyens suisses à part entière. Je pense qu'un peu d'introspection serait peut-être bienvenue. Peut-être que les Français devraient aussi se demander, lorsqu'ils voient ce genre de réaction qui est inadmissible, bien sûr, personne ne saurait cautionner ce genre de comportement, qu'est-ce qui fait qu'il y ait une réaction comme celle-ci de la part de certains citoyens genevois? Je pense que c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce que la France. Une fille violée, est-ce que tu n'as pas mis ta jupe trop courte ce matin? Madame. D'abord, la première. Moi, je me mets à la place des personnes qui regardent l'émission, qui doivent se dire la première des libertés de notre pays, c'est celui de le quitter. Donc, c'est vrai que si on est si mal à Genève, on peut aussi quitter la Suisse et aller travailler en France. Il se trouve que la Suisse aussi, on parlait de remerciements, ils doivent être réciproques. Tout le monde est conscient qu'aujourd'hui, des secteurs économiques entiers ne fonctionneraient pas sans les travailleurs frontaliers. Il faut dire merci à ces personnes qui viennent travailler ici. J'aimerais de temps en temps
entendre un petit remerciement de la part des communes environnantes pour les richesses que l'on distribue. Ce sont 6 milliards de salaires qui sont dépensés annuellement dans la France voisine, comme on l'appelle, et qui contribuent à la richesse. Ces personnes s'achètent des maisons, tant mieux ils le méritent, mais aussi grâce aux salaires suisses, et je pense qu'il faut faire la part des choses. Maintenant, en ce qui concerne les réactions réciproques, bien sûr, ces réactions sont inadmissibles, mais c'est le climat économique qui arrive à cette situation. Et ce ne sont pas des partis qui jouent sur la présence des frontaliers comme celui que... Nous viendrons sur la politique du mouvement citoyen genevois qui ne dit pas que les frontaliers n'ont pas à travailler à Genève. Il dit simplement que lorsqu'il y a une place de travail, il faut d'abord regarder s'il y a des personnes ici qui sont capables de l'occuper avant d'aller chercher ailleurs. Et ce n'est pas la faute aux frontaliers. Et ce n'est pas la faute aux frontaliers, parce que si nous étions dans la situation inverse, nous serions heureux d'aller, en traversant la frontière, occuper un poste pour lequel nous avons un salaire qui est 3 fois celui qu'on nous donne chez nous. Donc le problème, ce sont nos entreprises qui aujourd'hui ont un supermarché qui est l'Union européenne, qui plutôt que de chercher ici les compétences en faisant un effort de formation complémentaire, le cas échéant, préfèrent aller chercher ailleurs pour des salaires qui sont souvent inférieurs, souvent conformes aux conventions collectives, mais dans les bas de fourchette, parce qu'on considère qu'on peut effectivement avoir une main-d'œuvre qualifiée, avec expérience, pour moins cher que ce qu'on paye pour des personnes résidentes. J'aimerais encore qu'on reste quelques instants sur ce discours décomplexé, parce que vous dites, Marie-Maurice, qu'il y a un discours décomplexé anti-frontalier qui s'est installé, vraiment, qui a poussé ces dernières années ? C'est ce que j'ai ressenti en parlant à tous les Français frontaliers, aux spécialistes que j'ai interviewés pour faire ce livre, qui a eu comme une montée des tensions, comme le disait la personne interviewée tout à l'heure. Au début, les relations entre Suisses et Français ont toujours été un peu faites de piquant, de je t'aime moi non plus, un peu comme ça. Donc il y a toujours eu des petites blagues, des petits échanges, mais ces dernières années, ça s'est durci. Ça s'est durci parce qu'il y a de plus en plus de Français qui viennent, de plus en plus de frontaliers, et ça a commencé à irriter vraiment un petit peu les Suisses, et ça a fait un petit clash. Et je crois que, d'après ce que j'ai compris, le rôle du MCG notamment a été un peu dramatique, parce que ça a envenimé cette situation. Ça, je crois, d'après ce que j'ai compris dans mon enquête, créer un terreau, voilà, qui permettait aux gens de dire les choses sans se contenir, de manière décomplexée et aussi plus agressive. Et j'ai l'impression que ça a fait beaucoup de mal au rapport entre Suisses et Français qui partagent un même territoire et qui sont voisins et qui sont faits pour s'entendre. Mais est-ce qu'il y a à travers des affiches, on a évoqué les affiches zéro frontalier, est-ce qu'on ne banalise pas des comportements anti-frontaliers comme le souligne Mme Maurice? Excusez-moi, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur certaines affiches qui étaient clairement excessives et qui étaient de la provocation inutile. Je pense qu'il faut se poser la question aussi de savoir si les travailleurs frontaliers actuels sont les mêmes que les travailleurs frontaliers d'il y a 20 ans ou même 10 ans. L'ouverture des frontières grâce aux accords ou à cause des accords avec l'Union européenne fait qu'il y a ce que l'on appelle, nous, des eurofrontaliers. Votre petit accent me fait penser que vous en faites partie. Ça ne veut pas dire que vous êtes un problème. Je ne suis pas frontalière, mais c'est pas grave. Alors, vous êtes en Suisse, mais il y a de plus en plus de travailleurs français qui viennent s'installer en zone limitrophe de la Suisse pour travailler en Suisse en ayant des charges qui sont bien inférieures que celles de la Suisse. Les loyers en France voisine ne sont pas ceux de Genève. Et si vous questionnez les frontaliers historiques, si j'ose dire, de l'Ain et de la Haute-Savoie, ils souffrent également de cette situation parce qu'eux-mêmes sont mis en concurrence avec des personnes qui viennent de plus en plus loin, qui sont prêtes à travailler avec des salaires inférieurs aux salaires qu'eux-mêmes recevaient, et eux-mêmes sont victimes parfois de licenciements avec des remplacements de personnes qui viennent plus loin, peut-être avec une autre expérience et plus de formation. Antoine Vieliard, est-ce que la concurrence entre frontaliers a envenimé les choses aussi? Ce n'est pas une question seulement de rapport France-Suisse. Alors c'est sûr que, des tensions entre voisins, j'ai cru comprendre qu'il y en avait même entre les Romans et les Bourbines. Mais, donc, les Bourbines, dites-vous. Je vois que vous êtes bien au fait des vocabulaires. Donc, ça existe toujours, mais je pense que ce dont on parle ce soir, c'est vraiment un accroissement des tensions qui est beaucoup plus important depuis quelques années et qui est lié au contexte économique, qui est lié à la fois au message politique, parce qu'il n'y a pas que l'affiche zéro frontalier, il y a des affiches d'une violence inouïe, il y en a eu de nombreuses au cours des dernières années. Et aussi, parce qu'à la limite, le MCG a vécu de ça, a émergé par rapport à ça, manifestement répond aussi à un besoin d'exprimer ça. Ce qui me semble beaucoup plus pernicieux, c'est le silence de tous les autres. Oui, c'est juste. Comment des socialistes
qui croient à l'internationalisme? Comment des PDC qui croient à l'humanisme? Comment des PLR qui croient au libre-échange et donc qui croient que les entreprises doivent être libres de conduire leurs activités, de recruter qui elles l'entendent? Comment tous les autres ont pu se taire? Mais je crois qu'ils se sont pas tais. Hein. Ah non, non, non. C'est pire, non, ils se sont battus, ça a été pire que ça. Ils se sont battus, pardon. Ils se sont battus, oui, on va dire pas tués. Ils se sont battus, voilà. Ils se sont pas tués. C'est pire, oui, voilà. C'est pire que ça. Non, non, non. Ils ont repris à leur compte. Non, il y a un débat en Suisse, sur cette question ils ont depuis repris à leur longtemps. compte telle quelle la politique de préférence cantonale. Mais même le Conseil fédéral la reprend à son compte en parlant de préférence nationale. C'est universel. La préférence nationale, monsieur, je peux vous le dire, c'est quelque chose qui se pratique dans le monde entier économiquement et qui se pratique en Suisse dans les deux sens. Vous avez des commerces qui sont tenus par des Portugais qui sont d'excellents en commerce et qui ont remplacé des commerces qui périclitaient. Donc il y a une vigueur économique et les Portugais recrutent des Portugais pour faire marcher leur commerce et c'est pas des spécialités portugaises. Je vous propose de développer la préférence cantonale tout de suite, François Chalère, mais j'aimerais aussi, excusez-moi, passer la parole à François Garçon. On a deux François, alors il ne faut pas que je me trompe ce soir, qui vous vouliez réagir. Oui, à propos de la préférence cantonale ou la préférence nationale, je ne pense pas que la Suisse soit une caricature. Je veux dire, si vous voyez par exemple des secteurs que je connais plutôt bien, qui sont les hautes écoles universitaires, vous avez l'école polytechnique fédérale de Lausanne et de Zurich, 60% d'enseignants qui sont étrangers. À la Sorbonne, c'est 99,3% qui sont français. Si vous prenez les grandes sociétés suisses, que ce soit le Crédit Suisse, que ce soit Nestlé, elles sont dirigées par des Français, par des Belges, par des Autrichiens. Il n'y a pas une société du CAC 40 en France qui est dirigée par un non-français qui ne soit pas sorti de 3 écoles qui sont Polytechnique, l'ENA et HEC. D'accord. Donc la préférence nationale, c'est quand même, si on la pourfend, si on la stigmatise, si on la dénonce en Suisse, que doit-on dire alors du marché français? D'autre part, à propos quand même des frontaliers, ils sont 95 000 à Genève. Donc c'est colossal sur un canton de 400 000 habitants. Citez-moi une ville en Europe qui ne soit pas une ville sous le flot des réfugiés venus de pays en guerre, qui accueille autant quotidiennement une population étrangère, à quoi s'ajoutent les résidents français étrangers. Les résidents français étrangers s'ajoutent aux frontaliers français. Donc qu'il y ait des frottements entre les Français et les indigènes, c'est sûr. Mais je pense que les frottements, encore une fois, sont moins liés au fait que les personnes soient françaises qu'à leur comportement. Je pense que, en tant que binational, je sais que lorsque je suis arrivé en Suisse en 1968, je me suis comporté en français, c'est-à-dire considérant les indigènes comme étant des lourdeaux qui s'arrêtaient au feu orange alors qu'on pouvait très bien passer parce que de toute manière il n'y avait pas de caméra de surveillance. Et je pense que tout ça est quelque chose qui ça ajoute c'est pas un malaise, c'est simplement il y a une ville il y a notamment un canton qui n'est pas submergé parce que ces gens-là trouvent un emploi et s'ils trouvent un emploi, c'est que les entreprises locales ont besoin d'eux. Ça, c'est certain. Quand même, citez-moi un exemple en Europe, Manchester, Londres, Berlin, où il y a eu un tel arrivage sur une période entre 2002 et 2016. On est passé de 80 000 frontaliers à 166 000 frontaliers français en Suisse. Citez-moi un pays qui ait eu une politique d'accueil et d'intégration aussi forte, sans qu'il y ait autre chose, je termine, sans qu'il y ait autre chose qu'un conducteur de tram qui, sous le couvert de l'anonymat, vous dit qu'il est victime d'insultes du style Frouze. C'est quand même peu de choses quand on voit les monstruosités de la vie politique internationale. Alors, vous parlez des chiffres de frontaliers, on va les montrer effectivement. L'augmentation du nombre de frontaliers français actifs en Suisse, et surtout bien sûr en Suisse romande, est celle que vous dites. Depuis 2003 jusqu'à 2016, on voit l'évolution, on en est aujourd'hui à 167 000. Et pour Genève, au premier trimestre de cette année, ce sont les derniers chiffres, le nombre de frontaliers actifs a augmenté de 7% par rapport au même trimestre il y a une année. Il faut remonter à 2013 pour une croissance supérieure. Ce sont les chiffres de l'Office cantonal de la statistique. Moi, j'aimerais faire venir à cette table aussi un nouvel invité. C'est Pierre Castella qui est avec nous. Je vous en prie, Pierre Castella, qui est un patron d'une entreprise du côté du LOC. Et vous, Pierre Castella, vous vivez une autre
réalité finalement? Parce que là, autour de cette table, on a beaucoup de gens qui sont de la région lémanique ou frontalier. Vous, dans l'arc jurassien, ce malaise qu'on ressent, qu'on décrit, est-ce que vous le ressentez de la même façon? Nous sommes dans une région très proche de la frontière française où nous avons déjà l'habitude d'avoir des étrangers. Comme vous le disiez très bien avant, avec les Italiens d'abord, ensuite les Espagnols, les Portugais. J'ai été élevé dans un monde multinational et je me suis trouvé même personnellement très dépourvu quand je me suis retrouvé uniquement avec des Suisses, c'est quand j'étais à l'armée. Il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait un élément étranger qui me manquait. Et je dois dire que nous sommes à 2 kilomètres de la frontière française. Il est normal que nous ayons beaucoup de frontaliers chez nous, beaucoup de Français. Si vous tracez un cercle avec un rayon de 30 km autour de notre entreprise, la moitié du cercle se trouve en France. Donc une proportion de une moitié de frontaliers et une moitié de résidents est quelque chose de normal et c'est ce à quoi nous tendons. Alors justement, il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez plus que 50% de frontaliers dans votre entreprise et vous voulez réduire ce nombre de frontaliers. Pourquoi? Alors, nous étions pendant très longtemps en dessous de 45-40% de frontaliers. Et là, nous avons eu une responsable des ressources humaines qui était frontalière, qui a d'abord pensé à sa famille, à ses copains, à ses connaissances, et qui a fait qu'en définitive, on se retrouve à plus de 60% de frontaliers. Mais c'est normal, c'est tout à fait logique. C'est une préférence nationale normale. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire, est-ce que vous êtes... Celle-là est normale, l'autre... Oui, oui. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que... Et nous avons changé. Et nous avons changé maintenant. Nous avons une nouvelle responsable des ressources humaines. Là, c'est limite. On va juste laisser finir Pierre Castellat, puis je vous donne la parole, Antoine Vieillard. Non, mais ceci dit, c'est intéressant. Non, mais j'aimerais juste laisser... il n'a pas fini son explication. Comme réaction. Monsieur Castellat. Alors, Monsieur Castellat, finissez juste votre explication. Alors, simplement, je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Quand on cherchait un poste, on disait, mais écoutez, essayez déjà de trouver des résidents à notre responsable frontalière. Elle disait, non, c'est pas possible, je n'en trouve pas. Et nous, on a toujours dit, on cherche déjà chez nous. Si nous n'avons pas, nous allons chercher de l'autre côté. Mais elle n'a même pas sérieusement cherché donc, en Suisse. Et ce qui fait que notre taux est monté à plus de 60%. Et maintenant, jusqu'à 65% pour les 250 collaborateurs que nous avons au LOCL. Et actuellement, nous sommes en train de revenir en arrière avec cette nouvelle responsable résidente qui trouve des solutions qui paraissaient impossibles avant. Alors, François Chalère, vous avez dit préférence normale et vous avez réagi, Antoine Vieillard. Pourquoi? Parce que je trouve que quand un frontalier privilégie des frontaliers, c'est tout aussi scandaleux que quand un directeur des ressources humaines fait des critères, fait de la nationalité un critère de recrutement, dans un sens comme dans l'autre. Et je trouve intéressant cette réaction, parce que la caricature du discours de l'autre, en soi, c'est déjà comment débattre constructivement si on caricature le discours de l'autre. Oui. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est normal et il est sain que les gens qui recrutent dans les entreprises recrutent selon certaines affinités qu'ils ont eux. Vous avez dans toute l'histoire industrielle, de l'industrialisation, vous avez des secteurs économiques qui se sont développés dans des pays autour de nationalités, autour de communautés et autour de familles, des entreprises familiales qui ont privilégié des membres de la famille. Et ce genre, je pense qu'il est important qu'il y ait cette liberté-là. Je pense qu'il est important qu'un directeur des ressources humaines français à Genève puisse regarder par rapport à ce qu'il connaît, etc. Et je pense, oui, voilà. Et je pense que le contraire est normal aussi. David Talleyrand non plus. La préférence nationale, à l'inverse, est normale aussi. Il faut pas vouloir interdire ou favoriser la préférence nationale. C'est un non-problème absolu. Bien finir les phrases. À vous, Mauro Poggia. Non, je crois qu'il faut se rendre compte d'une chose. C'est que la Suisse est un pays dans lequel le dialogue social fonctionne. On a une cohésion sociale, on a une paix sociale. Il suffit d'allumer les télévisions françaises actuellement pour se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas de l'autre côté de la frontière. Et cette cohésion sociale, cette paix sociale a un prix. C'est la responsabilité sociale. Et je pense que nos entreprises, et je félicite monsieur pour sa réaction, et je pense que cette expérience n'est pas unique,
Et je pense que le prochain livre que vous pourrez écrire sera celui-là, comment vivent les Suisses ou les résidents suisses, parce que le passeport n'a rien à voir là-dedans. Les résidents suisses dans des entreprises où le responsable des ressources humaines est un travailleur frontalier français, et je pense que vous aurez passablement de témoignages intéressants sur le sujet. Je pense que cette responsabilité sociale veut que l'on maintienne ce lien social entre l'entreprise et le lieu où elle est exploitée. Ce lieu, je parle de Genève puisque c'est le canton dans lequel j'agis, ce lieu doit être privilégié à compétences égales. On doit faire un effort pour maintenir cette confiance entre nos demandeurs d'emploi, c'est un terme général, générique, et les entreprises qui sont implantées dans le canton. Sinon, on crée un malaise social qui dégénère précisément sur ces réactions de type xénophobe, plus que raciste, parce que le français n'est pas une race, que je sache. Donc, le concept de race bon, a été... peu importe les termes, j'ai bien compris ce que vous voulez dire par là. Mais je pense que ces réactions xénophobes sont aussi le résultat du fait que les partis politiques en place n'ont jamais voulu aborder ce sujet tabou. Le MCG n'a pas créé un problème. Il a sorti un problème réel et il a permis de le mettre sur la table pour qu'enfin on puisse en parler. Je ne suis pas certain que cette émission aurait eu lieu il y a 10 ou 15 ans sans le MCG. Je pense qu'un parti comme celui-là a permis, certainement avec excès, que je réprouve, a permis de sortir un malaise qui va continuer à s'aggraver avec des propos comme ceux que je crois comprendre dans votre livre que je n'ai pas lu, qui sont des propos qui stigmatisent le comportement des Suisses à l'égard des Français sans un minimum d'esprit critique en se disant pourquoi le Français, contrairement à toutes les vagues d'immigration qui ont réussi à s'intégrer dans ce pays, mais ça n'a pas été tout seul, monsieur. Ça n'a pas été tout seul. Alors, je suis moi-même fils d'immigré. On nous a traités de Rital, de Piaf, ou je ne sais quoi. Mais bien enfin, dommage que vous n'ayez pas pu lire le livre de Marie-Maurice, mais on pense bien que Je ne suis pas certain de vouloir le lire. L'agenda des conseillers d'État est très chargé. Vous parlez de cette préférence cantonale, de ce MCG qui a mis sur la table cette question-là, et finalement de remettre à égalité les chômeurs d'une région comme Genève avec les frontaliers. Antoine Vieillard, c'est ça qui vous énerve au plus haut point. Vous avez écrit un blog récemment qui a mis le feu aux poudres. Vous illustrez cette tension qui règne, où vous dites, on le voit ce blog, un conseiller d'État fait une nouvelle sortie en faveur du copinage cantonal. Copinage cantonal, le conseiller d'État, il est en face de vous, c'est Mauro Poggia. Qu'est-ce que vous reprochez à cette politique-là? Alors, ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ça existait tout le temps, effectivement, ça existait au Moyen-Âge, au 19e siècle, au 20e... Attendez, je termine ce que je dis. Ça a continué jusqu'au XXe siècle. Mais depuis quelques années, on a ensemble choisi un autre modèle. On a choisi un autre modèle que cette préférence cantonale et cette préférence nationale. On a choisi la libre circulation, le libre-échange. Et ça a eu des avantages pour la Suisse et il y a des contreparties pour la Suisse. Ce libre-échange, ça a permis à la Suisse de sortir d'une période économique qui a été quand même très difficile dans les années 90. Et cette prospérité, elle est liée au libre-échange et à la libre circulation. Et la seule chose que je dis, libre à Genève d'adopter la discrimination cantonale, libre à la Suisse de voter stop à l'immigration. Mais la conséquence, c'est qu'il faut aussi renoncer à l'ensemble des avantages bilatéraux. On ne peut pas avoir, d'un côté, tous les avantages de la libre circulation, les accords bilatéraux dont bénéficie la Suisse depuis 20 ans, et de l'autre, renoncer unilatéralement à appliquer ce à quoi on s'est engagé. J'aimerais entendre Mauro Poggia, parce que on est vraiment avec vous, Mauro Poggia. On n'a pas compris ce qu'est la préférence en faveur de nos demandeurs d'emploi. Dans le même de discrimination, et vous parlez de préférence. Dans le même blog écrit, vous dites qu'on préfère le passeport aux compétences. Donc ça veut dire qu'on préfère le passeport rouge à croix blanche plutôt que les compétences, sous-entendu qu'on peut difficilement avoir les deux. Je trouve cela particulièrement condescendant et vous comprenez. Mais je vous cite. Oui, mais c'est pas du tout ça. C'est pas ce que vous vouliez dire, mais c'est ce que vous avez écrit. C'est ce que j'ai écrit. Si on fait du passeport un critère de recrutement, c'est-à-dire on estime que la nationalité est un critère prépondérant sur la compétence. Ce que nous disons, Monsieur Vieillard, et j'aimerais savoir combien de Suisses domiciliés en Suisse vous engagez dans votre mairie en France. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Vous voulez le savoir? Oui, de Suisses domiciliés en Suisse. De Suisses domiciliés en Suisse, on a des marchés publics. Il se trouve que notre architecte conseil est un architecte carougeois, que la société de conseil sur la mobilité est une société genevoise, et quand sur les appels d'offres, ils sont les plus compétents, c'est dans l'intérêt du contribuable de Saint-Julien
qu'on les choisisse. Mais venez voir. Très bien. Attendez, je fais juste peut-être une chose. Ce que nous sommes en train de dire tout simplement, c'est qu'il y a des personnes qui sont au chômage, qui sont à l'aide sociale, qui ont des compétences indiscutables. Nous considérons que ces personnes, d'abord, souffrent de cette situation, c'est le plus grave, mais ensuite sont à charge de la collectivité. Il est du devoir de cette collectivité de faire en sorte que ces personnes soient des maillons à part entière de la société dans laquelle ils vivent et qu'ils aient un travail. Et ce que nous demandons simplement, ce n'est pas d'exclure la libre circulation, c'est simplement de regarder d'abord ici s'il y a des compétences, et s'il n'y a pas des compétences, il faut que notre économie aille les chercher là où elles se trouvent. Et par contre, et comme le dit très justement monsieur, si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Et la plupart de nos entreprises ne cherchent pas ici parce qu'il est plus facile de mettre une annonce ouverte tout public et on reçoit 150 offres qui, pour la plupart, viennent de France pour des salaires qui sont 3 fois, voire plus, ce qu'ils peuvent obtenir sur place. Ce qui est légitime de la part des personnes qui font ces offres, mais ce qui est difficilement compréhensible de la part de personnes qui sont ici, souvent avec des situations particulièrement précaires et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est à pouvoir travailler. Alors Antoine Viellard, votre message à ces chômeurs genevois qui... Sur le problème du chômage et des chômeurs genevois, c'est un problème qui est entier et auquel il doit être répondu. En l'occurrence, la libre circulation permet aussi d'y répondre, parce que la croissance économique, ça a permis des emplois. En l'occurrence, s'il y a encore des imprimeurs dans le canton de Genève, c'est en partie parce que ces imprimeurs peuvent compter aussi sur une main-d'œuvre frontalière. Et ça crée des emplois. Mais il y a d'autres réponses qu'on doit avoir. Il doit y avoir la formation. Il y a la concurrence. C'est très dur la concurrence pour les chômeurs genevois, mais c'est aussi très dur pour toutes les entreprises européennes auxquelles on a confronté à toute la concurrence de toutes les entreprises suisses en laissant l'ouverture des marchés. Donc oui, je comprends ce que vous dites, mais il y a d'autres solutions. Si vous voulez utiliser ces solutions de discrimination, il faut commencer par renoncer à toute la prospérité qui est liée aux accords bilatéraux. Alors moi, j'aimerais un peu distribuer la parole aussi à David Talleyrand, qu'on n'a pas entendu depuis un moment. Cette politique qu'on décrit là, de préférence cantonale, qui est différemment analysée d'un côté et de l'autre de la frontière. Moi, il y a quelque chose qui me gêne un peu, en fait, c'est que la manière dont on parle en fait, du chômage, on a l'impression que c'est complètement uniforme. Et en réalité, c'est absolument pas le cas. Les cas en fait, que vous citez sont des cas qui sont évidemment réels, il n'y a pas de doute là-dessus, et pour autant... en faire une généralité, ce serait presque très problématique parce que c'est absolument pas la réalité, à mon avis. C'est une réalité, et ça j'en conviens, c'est un peu comme Marie-Maurice, mais c'est pas la réalité. Et le dire là comme ça... Là, vous parlez du chef RH. Alors, exactement, le chef RH, parce que moi... Qui engagerait plus de Français. Je dis pas que ça n'existe pas. Je dis que moi, lorsque je discute effectivement avec certains chefs d'entreprise, ils me disent la chose suivante, ils me disent, écoutez, moi, j'ai 30% des postes que j'arrive pas à pourvoir parce que je trouve pas les gens. Et les gens que je trouve, effectivement, ça, je rejoins un petit peu, ce sont des gens qui sont qualifiés, ou alors, voilà, qui sont aussi qualifiés et peut-être aussi un petit peu moins chers. Donc ça, effectivement, là, je vous rejoins. Mais c'est pas, si vous prenez par exemple l'exemple simple, en fait, de la construction, du secteur de la construction, trouver des Suisses pour travailler dans le secteur de la construction, trouver des Suisses pour travailler dans le secteur de l'hôtellerie, trouver des Suisses pour travailler dans ces secteurs-là, il n'y en a pas. Non. Alors, il n'y en a pas. C'est justement le contraire. Le domaine de la restauration-hôtellerie est celui qui a connu la distribution de permis frontaliers la plus importante ces derniers mois. Et simultanément, c'est là où les inscriptions au chômage à Genève ont été les plus importantes. Donc c'est un problème d'employeur. C'est que peut-être qu'on a engagé des personnes quand elles avaient 35 ans, cela fait 20 ans. Aujourd'hui, elles ont 55 ans, elles coûtent plus cher parce que notre prévoyance professionnelle est plus chère à partir de cet âge. Et on se dit qu'il est préférable peut-être d'engager un travailleur frontalier plutôt que de payer plus cher une personne qui a aussi peut-être un rendement moindre compte tenu de l'avancement de l'âge. Et ce que je vous dis pour la construction, c'est aussi vrai. Et ça peut être vu sur un problème de l'âge et pas forcément de la nationalité. Simplement sur le marché, il n'y a pas les gens. Monsieur, ce problème de nationalité par rapport au recrutement, c'est un faux problème total. La libre circulation des personnes interdit normalement la préférence nationale. Allez voir dans l'Union européenne comment ça se pratique, la préférence nationale, entre la France et la Belgique, entre la France et l'Italie, entre l'Allemagne et la Pologne, et etc. La préférence nationale, c'est un comportement humain. Il ne faut pas du tout en faire une règle et il ne faut pas vouloir l'interdire. Il faut simplement, dans la liberté de recrutement, laisser la possibilité de prendre certaines décisions selon certaines affinités. Voilà. Et c'est pas du tout ni du racisme, ni de l'exclusion, ni ce genre de choses-là. Et
encore une fois, c'est pratiqué partout dans l'Union européenne. Pierre Castella, chef d'entreprise chez Dixi. Le débat qu'on aurait ferait rire, mais toute l'Europe. Le débat qu'on a ici ferait rire toute l'Europe. Pas sûr du tout, François Chalère. Pierre Castella. Juste 3 points rapidement. Premier, c'est que choisir la politique, c'est le rôle du patron. Et nous avons changé de responsable parce que nous avons décidé de changer de politique, de rééquilibrer l'origine des travailleurs. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand nous avons un poste, nous regardons qui est le plus apte à remplir le poste. Et en définitive, si nous avons à compétence égale un résident et un frontalier, nous prendrons plus le résident parce que nous devons rééquilibrer nos forces. Et la troisième chose, on n'en a encore pas parlé ici, on a vu les effets, mais pour moi, la principale raison de débrouille, elle est économique. C'est l'îlot de cherté que nous avons en Suisse et nous devons absolument payer des hauts salaires à nos collaborateurs pour qu'ils puissent vivre en Suisse. Ce qui fait que les salaires sont montés. On trouve maintenant des salaires en Suisse 2 à 3 fois supérieurs à ceux que nous avons en France, en Italie, et c'est là qu'il y a le gros problème. Alors, les résidents, ils ont un salaire plus élevé, ils ont leur pouvoir d'achat cher, mais les frontaliers, eux, ils ont le jackpot, ils ont donc un salaire 2 à 3 fois plus élevé, et ils vivent en France. Regardez le nombre de Français qui sont venus s'établir en Suisse. Combien? Vous n'en avez pas perdu beaucoup, je pense. Et c'est extrêmement important. Ça a doublé, monsieur. Le nombre de Français résidant en Suisse a doublé. Mais il y en avait tellement peu avant. Donc, de ce côté-là... Marie-Maurice. Oui. Non, je rappelle les chiffres. Il y a eu le nombre de Français qui se sont installés en Suisse ces dernières années a doublé depuis 10 ans. Donc, il y a une augmentation certaine. Les Français veulent... Ce sont des expatriés plus que des immigrés. Il y en a dans tous les domaines, dans tous les secteurs. David Tellerman. Et après, on ira à Paris. Il y a certains aspects que je trouve assez justes dans ce que vous dites, mais là, moi, je trouve ça assez choquant parce qu'il faut aussi comprendre que la raison pour laquelle, en fait, ils ne s'installent pas, elle est aussi parfois économique, simplement. Voilà. Mais c'est pour ça que vous avez des Suisses qui vont s'établir en France aussi. Et voilà, exactement. C'est inévitable. C'est inévitable que ça crée de la jalousie et du ressentiment dans 5 à 10, disons 15% de la population. C'est ça le principal problème dans notre entreprise, c'est les jalousies. Parce pour un même travail, on a le même salaire, mais on a beaucoup plus de pouvoir d'achat si on réside en France. C'est un vrai débat. François Garçon, j'aimerais passer la parole à François Garçon. Vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport aux maires français qui rappelaient quand même que la prospérité suisse était liée au libre-échange. Je dirais que la France est également partenaire de ce libre-échange et apparemment elle ne s'est pas bénéficiée de cette prospérité. On voit quand même l'état du pays, il est plutôt en capilotade. Donc ce n'est pas un argument, ça veut dire qu'il y a un écosystème suisse qui est capable de développer, de mettre en valeur ces éléments, ces agences économiques, alors que de l'autre côté de la frontière, apparemment, on le fait mal, ou en tout cas on le fait moins bien. Il n'est que de rapporter le PIB à la population, et on voit quand même que la population suisse, l'écosystème économique suisse, apparemment fonctionne mieux. Deuxièmement, je pense qu'on n'a pas encore dit qu'il a été évoqué des sanctions méritées suite à la votation du 9 février. On peut quand même rappeler que l'Arc roman a massivement rejeté la votation du 9 février. Donc, brandir des sanctions futures au motif que les Suisses auraient mal voté, c'est se tirer une deuxième fois une balle dans le pied, puisque ce serait sanctionner des cantons qui ont fait la démonstration par le vote, et non pas par des sondages d'opinion, qu'ils étaient favorables, qu'ils étaient en tout cas partisans de la présence et des frontaliers et des résidents étrangers. Donc, encore une fois, citez-moi, et en France, et en Angleterre, ou en Italie ou en Allemagne, une population qui est aussi xénophile. Alors quand l'auteur, pour revenir, et je conclue avec ça, dit mais le racisme est un mot qui a été mal choisi, il est quand même sur la couverture du livre, il est quand même responsable du choix de l'intitulé de son bouquin. Il n'a peut-être pas écrit. Oui, non, François Garçon, il n'y a pas le mot racisme sur l'intitulé du titre, c'est Bienvenue au paradis, enquête sur la vie des Français en Suisse. Marie-Maurice, c'est intéressant quand même juste cette remarque de François Garçon sur le fait que les romans en général sont plutôt xénophiles. Ce n'est pas eux qui ont voté la fermeture des frontières en disant non, le frein à l'immigration, on va dire, pour être plus précis. Alors du coup, comment les traiter finalement au moins de xénophobes?
C'est vrai qu'ils votent plus dans le sens de l'immigration que la Suisse allemande, par exemple, mais ils ont tout de même un rapport spécifique aux Français et qui est particulier à la Suisse romande et qui ressemble un peu au rapport qu'ont les Suisses allemands aux Allemands et les Tessinois aux Italiens. Mais est-ce que c'est plus qu'entre deux régions françaises, qu'entre deux cantons romans, qu'entre... Oui, je crois que c'est plus. Je crois qu'il y a tout un cocktail de choses qui se mélangent. Je suis pas sûr du tout de ça. Je me suis permis 2 questions là-dessus pour faire réagir à François Garçon. On ne va pas rouvrir le débat du racisme. Moi, j'aimerais rester sur l'économie. Avec vous, Mauro Poggia, parce qu'on a évoqué le blog d'Antoine Vieillard. Vous y avez répondu de manière aussi très virulente et vous avez aussi fait parler de vous ces derniers jours parce que vous êtes intervenu auprès d'une institution genevoise subventionnée, Clairbois. On rappelle les faits, institution, vous me corrigerez si c'est faux, qui a engagé un frontalier à la place d'un chômeur genevois que vous aviez vous-même chaudement recommandé et vous envisagez de réduire la subvention octroyée à cette institution. Est-ce que ce genre d'intervention précise finalement du politique ne vient pas finalement souligner et accréditer l'idée que les Français piquent le job des Suisses? Je crois qu'en l'occurrence, c'est le cas, mais encore, ce n'est pas le frontalier en question qui est en cause, c'est l'institution. Parce que le frontalier en question a postulé pour un poste, il a été choisi, il n'y a pas de critique à son égard. Je crois que lorsque l'État édicte une directive, qu'il soumet des institutions subventionnées, en l'occurrence qui reçoit 35 millions par année de subventions de l'État, et qui attend de cette institution qu'elle rende une petite monnaie de la pièce, c'est-à-dire qu'elle accepte au moins à compétence égale d'engager une personne qui est soit au chômage, soit à l'aide sociale en Suisse. Et quand on se rend compte que manifestement, ça n'est pas le cas, et qu'il y a une violation de cette directive, on ne peut pas simplement dire « passons au suivant ». Sinon, l'État n'a plus aucune crédibilité. Quand on pose des règles, il s'agit de faire en sorte qu'elles soient respectées, et si elles ne le sont pas, qu'il y ait des mesures qui soient prises. Sanction est un terme pénal que je n'aime pas, ce n'est pas une sanction. C'est simplement que la subvention n'a pas à servir à payer un salaire d'une personne qui a été engagée en violation d'une directive étatique, en lieu et place d'une personne qui continue à être aidée, assistée par l'État et qui aurait pu, si la directive avait été respectée, avoir un travail et retrouver une place digne dans cette société. Vous dites, Antoine Vieillard, que cette politique, elle peut être dangereuse parce qu'on peut aussi engager des gens qui ont moins de compétences, juste parce que, entre guillemets, juste, ils sont chômeurs locaux. Oui. Alors déjà, il faut regarder le détail de cette directive. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que quand il y a un emploi qui se libère, l'Office cantonal de l'emploi doit être informé en premier. Franchement, jusque-là, moi, j'ai rien à dire. Je trouve ça légitime et tout à fait normal. Par contre, dans les 5 jours, l'Office cantonal de l'emploi doit proposer 5 candidats. Alors déjà, aucune procédure ouverte et transparente. C'est l'Office cantonal de l'emploi qui va choisir qui sont les 5 Genevois qui vont être sélectionnés. C'est-à-dire que s'il y a dans la salle des gens qui sont intéressés par ces emplois, vous n'en connaîtrez pas l'existence. C'est l'Office cantonal de l'emploi qui va décider, c'est pas vous. Ensuite, si à l'issue des 5 jours, l'employeur ne souhaite pas recruter une de ces 5 personnes, il doit le justifier avant même d'avoir vu les autres. Donc le à compétence égale, il est joli sur le texte. Dans les faits, il n'a même pas pu voir s'il y avait à compétence égale. Il a vu simplement les 5 personnes proposées par l'Office cantonal de l'emploi. Mais surtout, quand on regarde plus loin, ça va beaucoup plus loin ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui à Genève ? Les consignes en interne, c'est 0 frontalier. Les communiqués de presse des TPG, hurrah, on n'a recruté que des Suisses ce mois-ci. Alors même, à l'instant même, où les TPG sont en train de postuler à un marché public pour le renouvellement de leur contrat sur tous les transports en commun transfrontaliers. La collectivité pour laquelle j'ai la responsabilité de transport paye chaque année 1 million d'euros au TPG pour l'organisation des transports sur cette partie du territoire à une entreprise qui se vante de faire de la discrimination. Ça va être compliqué à expliquer pour les personnes. Et un autre exemple très concret, quand un employeur genevois ose mettre une annonce chez Pôle emploi, il est appelé dans les 24 heures par l'Office cantonal de l'emploi qui commence à lui demander des comptes et le plus souvent, dans les 24 heures, Pôle emploi a un appel de l'employeur lui demandant de retirer l'annonce sur Pôle emploi. Mauro Poggia, Pôle emploi vient faire de la prospection sur territoire genevois, c'est pas ça le problème. Vous savez qu'ils ont engagé du monde Pôle emploi pour venir faire de la prospection auprès des entreprises genevoises. Oui, parce qu'ils ont la responsabilité en fait de tous les frontaliers qui sont au chômage. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que vous ne connaissez pas la directive, je l'applique quotidiennement, et le poste doit être annoncé préalablement, 10 jours à l'avance, à l'Office cantonal de l'emploi, qui communique le poste ouvert à tous les offices cantonaux de l'emploi suisses. Mais pas aux personnes dans la salle. Bien sûr,
toute personne au chômage par l'intermédiaire de son conseiller en personnel a accès aux offres d'emploi et peut demander à être assigné. S'il n'est pas assigné dans ce maximum de 5 candidats, il peut le faire de manière totalement indépendante. Nous avons fixé à 5 maximum pour ne pas surcharger les offices recruteurs. Et ces offices recruteurs doivent simplement s'engager à recevoir les personnes. Entre-temps, les 10 jours sont passés, l'annonce est devenue publique et l'office recruteur peut recevoir une multitude d'autres candidatures et il pourra faire la comparaison. Ce qu'on lui demande simplement, c'est un retour. A-t-il bien vu les personnes qu'on lui a adressées? C'est intéressant aussi pour savoir si le candidat à l'emploi est intéressé par les emplois ou pas, première chose. Et puis, s'il ne les engage pas, d'expliquer pourquoi. S'il dit qu'il n'avait pas les compétences, eh bien, par pointage, on pourra regarder le cas échéant. Nous avons eu aussi des cas de... Nous avons aussi des cas... Oui, il se trouve que là, j'ai tous les dossiers parce que je les ai demandés et on peut prendre qui vous voulez de neutre et indépendant pour leur demander qui était le plus compétent, c'est même pas à compétence égale. Là, c'est clairement que les personnes qui ont été engagées n'avaient pas les diplômes qui étaient requis et ils font la formation nécessaire aujourd'hui aux frais de l'institution, ce que je n'accepte pas. Donc, je demande simplement à cette institution de jouer le jeu. Je pense que c'est une institution d'ailleurs admirable qui fait de l'excellent travail dans son corps métier. Mais en l'occurrence, l'office recruteur n'a pas fait son travail. C'est tout ce que je dis. Alors, maintenant, la compétence équivalente est une notion sur laquelle on peut discuter longtemps. Il nous reste quelques minutes dans cette émission. On va encore ouvrir un dernier chapitre. Bref, finalement, lorsqu'on parle de cette Suisse, de cette France, on a l'impression qu'il y a un modèle gagnant face à un modèle perdant. Est-ce qu'il y a un retournement de situation? Est-ce que, Marie-Maurice, vous sentez ça? Il y a des Suisses qui ont une sorte de sentiment de revanche et qui se disent aujourd'hui, c'est nous les plus forts économiquement et donnons la leçon aux grands voisins? Oui, j'ai senti ça chez mes interlocuteurs un petit peu. Je crois que beaucoup de Suisses ont eu le sentiment d'avoir été un peu dominés par les Français dans l'histoire ou ont mal vécu certaines réflexions que les Français peuvent faire parfois vis-à-vis des Suisses, qui peuvent être hautaines sur l'accent ou sur le fromage ou le chocolat, je ne sais pas. Et du coup, étant donné que la France va assez mal et puis que la Suisse a explosé et a une belle prospérité, je crois, ce que j'ai ressenti lors de mon enquête, c'est qu'il y a une satisfaction de cette situation, comme un peu, on dit, c'est notre tour, ça y est. Alors ces Français qui nous ont toujours regardés de haut, maintenant ils ont besoin de nous pour travailler et pour gagner leur pitance finalement. C'est quand même un sentiment très ancien. J'ai toujours connu ça en Suisse romande, un complexe de supériorité des Suisses vis-à-vis des Français. Je vous le confirme, sauf en matière culturelle, et peut-être en matière militaire et encore. Dans tous les autres domaines, les Suisses se sentent super... Non, parce qu'on a la meilleure armée du monde. Donc Oui, non, mais plus maintenant. De la monde, pardon. Voilà, d'accord. Mais peut-être pas pour les interventions expéditionnaires. Voilà. Dans tous les autres domaines, les Suisses romands ont un complexe de supériorité vis-à-vis des Français, et c'est tout à fait normal. C'est le complexe de supériorité compensatoire du petit vis-à-vis du grand. Et c'est quelque chose de... Mais compensatoire. À la base, il y a un complexe d'infériorité, François Chalais. Oui, parce qu'on est plus petit. Quand on est plus petit, on se sent un petit peu inférieur et on compense avec et on se rabat forcément sur le succès économique et on se rabat sur les institutions, sur la stabilité politique et sur toutes ces choses dont nous sommes fiers. Et quand on suit l'actualité française, on a l'impression que c'est pathétique de ce point de vue-là. Donc, on se lâche un petit peu là-dessus. Mais franchement, et les Alémaniques font pire encore avec les Allemands. Donc, c'est vrai, David Tallermann, l'exemple que montre en ce moment la France pousserait vers un renforcement de ces complexes, si on veut, de supériorité. Je pense qu'il y a aussi un problème culturel, enfin interculturel. On l'a effleuré, on a un peu parlé, et en fait, qui est un peu au cœur de tout ça, à mon avis, c'est effectivement qu'on a, en tout cas en Suisse, une culture qui est héritée du protestantisme, avec quelque chose qui est vraiment la notion de communauté très importante. En France, on est plutôt sur l'inverse. Quand vous mettez ça à l'échelle, en fait, des relations humaines dans le travail, on arrive finalement avec des gens qui ne se comprennent pas, qui ne se connaissent pas. Et moi, c'est quelque chose que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'on est voisins, mais je vous garantis que les Suisses ne connaissent pas très bien la culture française, peut-être un peu mieux que les Français d'ailleurs connaissent la culture suisse, mais les Français aussi ne la connaissent pas. On a l'impression de la connaître. Une asymétrie complète. Nous suivons les médias, nous suivons la France par les médias, nous sommes inondés de médias français, et heureusement que nous avons ce choix et cette diversité. Hein. Je ne le dis pas contre vous, hein. Mais ça fait, c'est quand même une. Tant qu'on vous invite, vous ne pourrez pas être trop méchant, c'est ça. C'est quand même une diversité formidable. Et la Suisse, nous l'avons la France.
nous l'avons sous les yeux tout le temps. Nous connaissons la France 50 000 fois mieux qu'un Français moyen connaît la Suisse. C'est vrai ça, Antoine Gaillard? Oui et non. Je pense que les gens voient bien l'actualité nationale. Effectivement, le plus souvent, moi, mes amis suisses connaissent mieux les ministres français. Excusez-moi, M. Podjak, que les conseillers d'État, je ne vois parfois. Mais Français, celui-là, le conseiller d'État, peut-être qu'il est plus connu du côté de vos concitoyens. En revanche, il y a quand même une très grande, il y a beaucoup de clichés et une très grande méconnaissance du fonctionnement. Par exemple, il y a des clichés qu'on entend sur Bercy, ce monstre horrible, alors que c'est juste un ministère qui applique des lois. Nous, les maires, on a l'impression que la perception en Suisse, c'est qu'on ne fait que obéir à des consignes qui viennent de Paris, tout est décidé à Paris, alors qu'en fait, nos pouvoirs locaux sont bien supérieurs, nos moyens sont inférieurs, mais nos pouvoirs sont supérieurs à nos homologues genevois en tout cas. Donc il y a quand même une méconnaissance sur les fonctionnements, et il y a beaucoup de clichés. Par exemple les grèves, alors ça c'était intéressant, moi je suis allé à Paris. Mais très rapidement, ce que je vais devoir conclure. Les grèves, il ne s'est rien passé, mais par contre la vision qu'on en a dans les médias, c'est qu'il n'y a eu que ça en France. Oui. Ça a été amplifié. Ouais. Ça a été énormément amplifié. Antoine Gaillard, je suis désolé, je voudrais donner la parole encore à deux personnes en cette fin d'émission, et c'est le moment de conclure. J'aimerais venir chez vous, François Garçon, pour une conclusion. Finalement, vous avez loué dans vos ouvrages et ce soir ce modèle suisse, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous horripile en Suisse? Écoutez, ce qui m'horripile, c'est le civisme exacerbé qui est le ressort de la prospérité de ce pays, du consensus qui le structure et du bien vivre ensemble. C'est moi, à la différence de la journaliste qui est sur votre plateau, je suis parti parce que je ne supportais pas cette dictature de près, pour reprendre le très beau terme de Nicolas Taglione, qui décrit ça, c'est-à-dire cette population qui est sur votre dos en permanence dès l'instant où vous passez au rouge, alors que pour les piétons, il est encore interdit de circuler. Donc, si vous voulez, c'est ça. Mais en même temps, quand je vois la subsidiarité, quand je vois la régionalisation à travers le cantonalisme, quand je vois cette culture de laboratoire avec des expériences qui sont faites, la votation sur le revenu de base universel, c'est quand même les droits politiques suisses, le consensus dans ce pays. Je vis dans un pays qui est en capilotade, et quand j'entends le maire venir nous dire non, mais les grèves, c'est pas grand-chose, on voit qu'il n'habite pas Paris. Et je pense que s'il disait ça ce soir à la gare de l'Est, je pense qu'il se fait rouer de coups. Merci François Garçon. Marie-Maurice, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Question contraire, qu'est-ce qui pourrait vous faire rester définitivement en Suisse? Mais elle va rester. J'aimerais bien rester, c'est l'amour, c'est les gens que j'aime ici, qui vivent ici, et qui sont suisses parfois pas suisses, mais c'est ça, c'est un pays. Et puis comme François Garçon, je trouve que c'est un pays très complexe, très intéressant, duquel on a beaucoup à apprendre, donc je persiste. L'amour et la complexité, c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci beaucoup, Marie-Maurice. Merci à vous tous. Et l'équilibre, rajoute Pierre Castella, d'avoir pris part à ce débat. En cette fin d'émission, permettez-moi quelques mots personnels et forcément impudiques. Mon aventure à la présentation d'Infrarouge s'achève avec ce débat. Et vous retrouverez dorénavant sur ce fauteuil Romaine Morard, à qui je souhaite beaucoup de bonheur. Merci en tout cas, je vais distribuer quelques merci du fond du cœur. Merci à l'équipe d'Infrarouge, vous allez vraiment beaucoup me manquer. Vous êtes tous des personnes en or. Merci aussi à tous ceux qui bossent dans l'ombre, que vous voyez défiler de plus en plus rapidement dans les génériques. Merci aussi à ceux qui, il y a 3 ans, m'ont fait confiance. Et enfin, merci à vous pour vos messages d'encouragement. Belle fin de soirée à vous et au plaisir de vous retrouver. Sur ce sujet. François Garçon, est-ce qu'il n'y a pas une œuvre utile, un mérite de mettre des mots sur un malaise?
Attendez, c'est le malaise de qui? C'est le malaise de l'auteur ou c'est le malaise des 166 000 frontaliers français qui viennent travailler en Suisse? Je pense quand même qu'il y a un fossé entre le malaise ou les conditions dans lesquelles cette personne vit peut-être mal son long séjour en Suisse. Ça fait quand même 8 ans qu'elle est en Suisse, ça fait 8 ans qu'elle subit ce racisme. Moi, si je subissais le racisme qu'elle décrit et qu'elle dénonce, il y a longtemps que j'aurais fait mes valises et que je serais parti. Je pense que soit les mots ont un sens, et lorsqu'on parle de racisme, on parle de quelque chose d'extrêmement grave, soit les mots n'en ont aucun, et encore une fois, c'est un argument commercial sur la couverture d'un livre, et on attire ainsi l'attention et des journalistes et de quelques lecteurs. Je lui en souhaite beaucoup, parce que je pense que c'est quand même un tissu d'ânerie. Parlons brutalement, c'est pas un travail sérieux. Je préfère quand même me référer à des ouvrages qui sont sérieux, qui sont fondés sur des statistiques, qui sont fondés sur des enquêtes de terrain et pas simplement sur des bruits de bistrot. Encore une fois, je crois que parler de racisme, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Je pense qu'il n'y a pas de racisme. Je pense qu'il y a un hyper-civisme suisse qui dérange beaucoup des étrangers qui arrivent avec un certain sans-gêne dans un pays qui est extraordinairement normé, extraordinairement cadré. Et c'est vrai que ça a quelque chose de bouleversant. Quand vous arrivez comme moi de Cannes ou comme cette jeune femme de Toulouse, arriver dans un pays aussi normé où lorsque vous passez au rouge en tant que piéton, les gens vous font des observations. Quand vous vous tenez dans la file de gauche et que vous conduisez votre voiture et que vous déportez sur la droite, vous êtes klaxonné. Mais ce n'est pas du racisme. C'est simplement un rappel à des gens qui ne sont pas au fait de ce civisme exacerbé qu'il y a des règles à respecter quand on vient dans ce pays. Mais je ne vois pas de racisme. C'est simplement, on vous demande de vous plier, et c'est vrai, de vous plier à la règle locale. Que ça vous plaise ou pas, moi ça ne m'a pas plu, je suis parti. Alors, encore un mot de Marie-Maurice, et après j'aimerais bien intégrer les autres participants à cette discussion. Marie-Maurice, sur le fait que ce ne soit pas complètement une enquête, mais plus une alignée de témoignages, ça on vous le reproche ce soir, et on vous l'a reproché aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui, ce que dit M. Garçon est intéressant à ce titre. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Je ne parle pas de racisme. En Suisse, Mauro Poggia, conseiller d'État qui veille sur l'emploi à Genève. Antoine Vieillard, maire de Saint-Julien-en-Genevois, en France voisine, il dénonce la discrimination à l'égard des travailleurs français. François Chalère, rédacteur en chef du journal économique l'AGFI. Et Marie-Maurice, la fameuse journaliste qui a enquêté sur la vie des Français en Suisse. Merci à tous d'être avec nous. Les Suisses sont-ils racistes envers les Français? C'est la thèse de votre livre, Marie-Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Ce livre, c'est Bienvenue au paradis, enquête sur la vie des Français en Suisse. Vous êtes correspondante pour le journal Le Monde. Vous avez 33 ans, établie en terre helvétique depuis 8 ans. Voilà pour le petit curriculum vitae. Racisme, c'est un mot cinglant. Pourquoi avoir utilisé ce terme? Pourquoi le racisme est un mot qui vous fait si peur? C'est ça qu'on me reproche depuis quelques semaines. Je l'emploie à juste titre dans son acception générale décrite par le dictionnaire, c'est-à-dire qualifier par des adjectifs négatifs un groupe de personnes. Je ne dis pas que tous les Suisses sont racistes, mais qu'il y a du racisme en Suisse et du racisme anti-français. Je ne comprends pas pourquoi les débats se focalisent sur ce mot en particulier. Mais en quoi est-ce que finalement le paradis helvétique peut se révéler un enfer pour un Français? Le paradis helvétique est d'autant plus un enfer parfois que c'est un paradis au premier abord. C'est magnifique, les salaires sont mirobolants, il y fait bon vivre, les gens sont accueillants. Alors on se dit au début, c'est fantastique, c'est l'Eldorado. Et après, petit à petit, en découvrant le pays, on se rend compte que les valeurs sont très différentes de celles de la France, que la vie est chère, qu'on a parfois de la peine à s'intégrer, et puis qu'on nous fait ressentir assez souvent qu'on n'est pas chez nous et qu'on vient parfois manger le pain des Suisses. Et ça peut être assez désagréable, voire carrément perturbant et gênant pour les Français qui vivent ici. François Garçon, bonsoir. On vous connaît pour vos ouvrages qui louent le système suisse. Vous avez notamment écrit le modèle suisse. Quelle est votre réaction au propos de Marie-Maurice en ce début d'émission? Est-ce que la Suisse est une illusion de paradis?
Oui, alors il faut quand même prendre avec un grand sérieux la stigmatisation et le mot racisme. Hein. C'est pas un mot qui est utilisé de manière anonyme et sans effet. On parle de racisme anti-français. Moi, je crois qu'il y a 3 explications au fait qu'on ait pu ou que cet auteur ait pu utiliser ce qualificatif. Le premier, c'est que on a affaire à des faits qui sont des faits graves, qui sont des faits avérés, qui sont des faits étayés. Et je pense que ça doit être statistiquement recoupable avec des mains courantes dans les commissariats, avec des dépôts de plainte. Et je pense qu'il faut traiter ça avec un très grand sérieux si ces faits sont avérés. Et en tant qu'universitaire, en tant qu'historien, je suis très intéressé d'avoir accès à cette information sur laquelle apparemment cet auteur s'est fondé. Je dirais qu'il y a une deuxième explication qui est tout simplement un buzz éditorial. On met racisme parce qu'effectivement ça fait parler, ça déclenche une émission comme la vôtre ce soir avec l'auteur qui est invité. Et puis je pense qu'il y a une troisième explication, c'est peut-être une hypersensibilité de l'auteur sur fond de délire paranoïaque. Je pense que sur ce plan-là, écoutez, moi, il faudrait que je rencontre l'auteur pour que je puisse me faire mon propre jugement. Et donc, voilà, c'est une invitation à rencontrer l'auteur pour que je puisse juger sur pièce. Alors, il y a un mot fort d'entrée, délire paranoïaque. Marie-Maurice, là, je vous laisse évidemment répondre. C'est tout moi, la paranoïa. Non, je crois que ce monsieur, c'est lui qui est un peu paranoïaque pour le coup. Mais je me réjouis de le rencontrer, d'en discuter avec lui. Je crois que monsieur Garçon a vraiment un point de vue et fait un travail remarquable sur la Suisse, mais il n'y vit pas au quotidien et puis il n'a pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont souffert de cette gêne vis-à-vis des Français, donc il faut un petit peu modérer ses propos. Il disait en début d'intervention finalement que ce mot racisme ne s'utilise pas dans n'importe quelle circonstance, qu'il doit être aussi basé sur des faits réels. Est-ce que vous pouvez là aussi comprendre quand vous dites mais vous avez voulu faire le buzz en utilisant ce mot? Bon, j'ai abordé un sujet qui n'était abordé jusqu'à présent par personne. C'est un sujet un peu tabou. Hein. Les frontaliers et les Français résidant en Suisse ont eux-mêmes beaucoup de peine à en parler parce qu'ils ont peur de passer justement pour des râleurs, pour des gens qui se plaignent, et puis ils craignent pour leur poste de travail, ils craignent pour leur relation amicale avec les Suisses. Donc je crois que pour moi c'était avant tout important de relayer la parole qu'on m'a donnée. Le journaliste est un messager, moi je le vois comme ça. Si ça fait le buzz, enfin si vous aimez ce mot, tant mieux. Pour moi l'important c'est qu'on en parle et que le dialogue soit ouvert. À 2 jours de l'euro, c'est toujours la crise en France. Les syndicats ne baissent pas les armes, de quoi renforcer un peu plus l'image d'un pays toujours mécontent. On est des râleurs parce qu'on est habitué comme ça à râler toute la journée. Et pourquoi on râle? Comme ça, pour plaisir. Moi je ne le cache pas, par plaisir, je râle toute la journée, même des fois pour rien. Alors quand ces mêmes Français viennent travailler en Suisse, qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'ils provoquent de plus en plus de nuisances, eh bien ce sont les petits Suisses qui se lâchent. Un qui roule tout le temps sur la gauche, alors de toute façon c'est un Français. Hein. Et puis celui-là qui ne met pas le signal-fil, c'est aussi un Français. Ils doivent avoir ça en option sur leur voiture, je ne sais pas. Ces Suisses seraient-ils devenus grincheux à leur tour, voire même revanchards face à la grande nation française? En tout cas, ils ne seraient pas toujours très tendres avec leurs voisins. Quand on les décrit, encore une fois, comme sales, comme en retard, comme négligents, comme arrogants, peu sympathiques, assoiffés par la carrière et par l'argent, pour moi, c'est du racisme. Les Suisses sont-ils vraiment racistes? Ça mérite un débat. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Infrarouge. Pour une partie des romans, les Français sont des frouses et les frontaliers des voleurs de job. Alors imaginez quand une journaliste française vient leur dire qu'une partie de ses compatriotes sont victimes de racisme en Suisse, les réactions sont vives. Ce soir, nous allons débattre de cette relation amour-haine entre voisins avec une question centrale, la bataille de l'emploi est-elle le nœud du problème? Alors nous allons en débattre
débattre avec vous sur les réseaux sociaux. Nous attendons vos réactions et avec nos invités que je vous présente tout de suite. À Paris, François Garçon, il est un admirateur du modèle suisse, auteur de plusieurs livres sur le thème. Pierre Castella, chef d'entreprise au Locle, qui veut diminuer sa part d'employés frontaliers. David Talleyrand, il conseille les Français qui veulent travailler ou s'établir. Il s'agit de gens qui se font klaxonner parce qu'ils passent si le feu est rouge. Je parle de racisme quand il s'agit de comportements insultants à l'égard des Français qui pourraient faire l'objet d'une procédure juridique, mais qui souvent ne terminent pas comme ça, puisque les plaintes déposées sont rares de la part des Français, mais de la part des autres étrangers qui vivent en Suisse. Donc ça, c'est pas quelque chose de particulier. Par ailleurs, je regrette que Monsieur Garçon s'attarde sur ma vie ou mon expérience personnelle dont je parle très peu dans le livre. Personnellement, j'aime la Suisse, je suis très heureuse ici. Je vous rassure, Monsieur Garçon, j'ai beaucoup d'amis suisses, j'adore ce pays. Donc vraiment, il n'est pas question de moi. Je déplore qu'on parle de ma vie personnelle et intime de cette manière-là. Ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est plutôt mon travail. Et mon travail, il a un regard, j'ai fait des choix en tant qu'auteur et en tant que journaliste, comme on en fait tout le temps, mais il est représentatif, je crois, d'un certain malaise pour une partie des Français frontaliers qui vivent et travaillent ici, pas la totalité évidemment. Je crois qu'il faut savoir écouter ce message. Je ne dis pas qu'il est généralisé et que c'est un enfer pour tous les Français qui vivent ici, mais il y en a qui sont un petit peu discriminés et ça, je crois qu'il faut savoir l'entendre. Alors, David Talleyrand, vous, c'est votre job, hein, finalement. Vous vous occupez des Français qui veulent travailler ou s'établir en Suisse. Vous avez publié « Travailler et vivre en Suisse », déjà la 4e édition, donc ça marche bien. Vous dites que dans cette situation décrite par Marie Maurice, finalement, eh bien, on est dans la réalité. C'est ce que vous dites sur un de vos blogs. On n'est pas dans les chiffres, on est dans une certaine réalité. Est-ce que vous avez vous-même expérimenté aussi ce sentiment, finalement ? Alors moi, ce que je dis, en fait, c'est que c'est pas la réalité, c'est une réalité. C'est là aussi où c'est courageux. J'ai lu le livre de Marie avec attention. Je suis pas d'accord avec tout, d'ailleurs, hein, mais ça, on a discuté aussi là-dessus. Mais par contre, elle a eu ce courage, effectivement, de donner une certaine réalité. Et encore une fois, c'est pas la réalité de tous les Français, c'est effectivement une certaine réalité et un certain, on va dire, une certaine pudeur. Enfin, on met le mot qu'on veut mettre derrière ça, mais une certaine pudeur, justement, de mettre en avant et de parler de ce type de problème. Je sais aussi qu'en Suisse, on a aussi cette pudeur finalement, de ne pas trop ébruiter ses questions personnelles, ses avis, etc. Et ça, précisément, on est presque dans l'intime. Hein. Et en l'occurrence, c'est ça que moi, je trouve intéressant. On a cette réalité, elle a eu ce courage, je pense que c'est pas facile pour elle. Et voilà. Mais par contre, dire que c'est général, c'est pas vrai. Moi, en tout cas, c'est pas du tout ce que je ressens à titre personnel, c'est pas du tout ce qui me revient de la part des personnes que j'accompagne. Mais effectivement, de temps en temps,